Bonjour à toutes et à tous. Avant toute Bonjour. chose, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous entendez bien ma voix, s'il vous plaît? Je vois que des personnes sont en train d'écrire. Parfait, merci beaucoup. On est trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième webinaire Swello de l'année. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet dédié en bas à droite et à papoter dans le chat. Donc, on lit tout ce que vous dites et ça nous permet de rebondir dessus rapidement. À savoir que la présentation et le replay vous seront envoyés par mail après, donc vous n'avez pas besoin de prendre de capture d'écran, tout sera dans vos mails. N'hésitez pas également à nous mentionner sur les réseaux sociaux, donc que ce soit sur Instagram ou sur LinkedIn. On est trop contente à chaque fois quand on voit vos posts, vos stories, on reposte et ça nous fait trop plaisir. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Maureen. Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici avec vous pour ce nouveau webinaire. Du coup, moi, c'est Maureen et je suis Content et Social Media Manager chez Swello depuis maintenant presque 3 ans. Et nous sommes également accompagnés de Diane qui va vous répondre dans les commentaires et dans la partie questions qui est Content Manager chez Swello également. Et moi, c'est Cassandra Polito, je suis chargée de communication. On travaille toutes les trois chez Swello, donc c'est un outil de productivité qui permet aux communicants de gérer au mieux leurs réseaux sociaux, donc que ce soit sur LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook, Threads, X et Blue Sky, notamment grâce à 3 fonctionnalités, la veille, la programmation et l'analyse, et plus d'une vingtaine d'autres, dont la prévisualisation du feed Instagram, le réducteur de liens, euh, la veille, voilà, vous avez plein de fonctionnalités et c'est un peu un incontournable pour les CM. Donc, je vous invite à tester et restez bien jusqu'à la fin de ce webinaire parce que j'ai une petite surprise pour vous. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, on est accompagné d'une invitée très spéciale. Cyrine, je te laisse te présenter en quelques mots. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi, c'est Cyrine Bozettine, j'ai 24 ans et ça fait 3 ans que je crée du contenu sur LinkedIn. Donc j'en ai fait mon activité. J'ai une offre d'optimisation de profil et là, je travaille sur un programme pour aider les femmes freelance à se lancer. Donc voilà, trop contente d'être là avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup Cyrine d'avoir répondu à notre invitation. Et Cyrine a également répondu à une interview dans notre livre blanc LinkedIn qui a été mis à jour début 2026. Donc, dans ce livre blanc, si vous ne l'avez pas encore téléchargé, vous pouvez retrouver un décryptage de l'algorithme, un bilan sur le challenge Un jour un post que j'ai effectué en 2025, mais aussi en 2022. Vous allez également retrouver comment créer un carrousel impactant, comment réussir ses ads, un zoom sur les pods. Si vous ne savez pas ce qu'est un pod, je vous invite à télécharger notre livre blanc. Et bien sûr, les interviews de Cyrine Bozettine et de Baptiste Aura. Alors, on a eu la réflexion d'organiser ce webinaire aujourd'hui parce que sur LinkedIn, il y a énormément de contenu, vous avez énormément de concurrence et c'est difficile de vous démarquer parmi la foule, parmi la masse. Voilà, toutes les secondes, vous avez des posts qui sont dans votre fil d'actualité et c'est difficile de se mettre en avant. Pourtant, il y a des personnes qui arrivent vraiment très bien à se démarquer. Donc, on va commencer par un petit jeu. Je vous ai mis 3 photos de profil qui sont floutées. C'est un niveau très, très facile. Est-ce que vous sauriez les reconnaître? Donc, c'est 3 femmes qui sont très connues, qui ont une marque personnelle hyper forte sur LinkedIn. Donc, je vois déjà des petits mots. Valentine en première, oui, exactement. Marie-Francine en deux, oui. Et Léa Cadry qui dit Maude, exactement. Donc, voici la révélation. Donc, vous avez Valentine Soda qui est coach LinkedIn, Marie-Francis Fan qui est directrice marketing et Maud Alaves, auteur et mentor. Donc, quand on a besoin de faire appel à leur sujet de prédilection, tout de suite, on va penser à ces 3 femmes parce que sur LinkedIn, elles ne se contentent pas de parler uniquement de leurs offres, de leurs produits, de leurs services. Elles mettent en avant leur personnalité. Et c'est ce qui fait vraiment la différence parce que ce sont des personnalités dans leur domaine. Et elles ont construit une marque personnelle qui est reconnaissable. Aujourd'hui, on va parler de personal branding et en français, c'est marque personnelle. Voilà, vous pouvez dire les deux. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment vous pouvez faire pareil
et notamment qu'est-ce que le personal branding. Donc on l'a vu récemment avec le cas de Bad Bunny au Super Bowl. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, donc ça a fait beaucoup d'émoi et notamment il y a beaucoup de mèmes qui sont sortis sur les réseaux sociaux et Bad Bunny a en fait opéré un rebranding, de sa personne et pour une définition, c'est l'instant définition, c'est, promotion de son image et de ses compétences en utilisant les mêmes techniques marketing et publicitaires qu'une marque ou un produit. En gros, vous, votre personne, votre offre, vous allez vous transformer en produit. Si vous êtes là aujourd'hui, vous savez à quel point, ça apporte des avantages d'avoir une marque personnelle forte. Dans un premier temps, ça vous permet d'être visible, donc forcément vos posts vont ressortir de la masse. Ensuite, ça va vous permettre d'asseoir une certaine crédibilité. Vous allez être reconnu dans votre domaine. Ensuite, forcément, l'acquisition, c'est un peu ce qu'on veut toutes et tous sur LinkedIn. On veut, avoir de nouveaux clients. Et donc ça permet vraiment que votre communauté pense à vous si elle a besoin de faire appel à votre offre ou à votre service. Ça vous permet de vous différencier par rapport à la concurrence. Par exemple, si vous êtes freelance dans le SEO, bah, il y a des centaines, voire des milliers de freelances en SEO et le but, c'est vraiment de créer la préférence. Ensuite, ça va booster votre confiance en vous parce que forcément, si vous êtes aligné avec ce que vous reflétez, avec ce que vous publiez, bah, vous allez avoir un boost de confiance en vous. Et ensuite, ça va fidéliser au niveau de la relation client. Si vous travaillez avec, un prospect, par exemple, il va de nouveau faire appel à vous parce que vous allez marquer son esprit. Mais attention, vous n'êtes pas obligé de raconter toute votre vie personnelle. Vous pouvez mettre une frontière entre votre vie pro et perso et c'est ce que je vous encourage aussi à ne pas tout dire, à ne pas tout dévoiler, c'est à vous de choisir. Ensuite, vous n'êtes pas obligé d'altérer la réalité, d'inventer des situations ou de les amplifier. Il faut vraiment rester authentique. Ensuite, vous n'êtes pas obligé de publier tous les jours. LinkedIn apprécie vraiment la régularité. Donc, par exemple, c'est mieux de poster 2 posts par semaine pendant toute une année plutôt qu'un post tous les jours et après, disparaître pendant 6 mois. Enfin, vous n'êtes pas obligé de poster des photos de vous. Il y a des alternatives, au niveau du personal branding. Vous pouvez utiliser des avatars, des illustrations, parfois des bitmojis également. Donc ne pensez pas qu'il faut poster des selfies à outrance, même si j'avoue que les selfies ou tout ce qui est, photos de votre quotidien, ça fonctionne très bien. Donc voilà, aujourd'hui, le but de ces webinars, c'est de comment construire votre propre marque personnelle tout en restant vous-même. Alors, merci beaucoup Cassandra pour cette présentation et cette définition de ce qu'est le personal branding. Et on voulait agrémenter cette petite définition avec des exemples concrets de personal branding qui fonctionnent hyper bien sur LinkedIn. Et pour ça, on va faire un petit jeu. Si je vous montre cette petite mascotte avec ce fond bleu, est-ce que vous savez à quelle créatrice de contenu LinkedIn ou à quelle agence on fait tout de suite écho? Donc, je vous laisse quelques secondes pour répondre. Les réponses sont déjà là. En effet, il s'agit de Amandine Barthes. Amandine Barthes, c'est une experte SEO qui a fondé sa propre agence SEO sans migraine. Et aujourd'hui, elle communique énormément sur LinkedIn. Et en analysant son profil, on se rend compte qu'elle a mis en place des piliers au niveau de sa stratégie de personal branding qui font que ça fonctionne hyper bien et qu'on la reconnaît directement. Et du coup, on va analyser 3 de ces piliers aujourd'hui. Le premier, il s'agit d'une histoire captivante. Alors Amandine, à travers son profil personnel sur LinkedIn, elle va avant tout se monter en tant qu'humaine, c'est-à-dire qu'avant d'être experte SEO, elle s'assume en tant qu'humaine. Elle va donc faire différentes publications où elle va laisser le sujet du SEO du côté et elle va parler de sa personnalité, de son management. Elle est notamment, c'est une personne notamment assez hypersensible et assez timide et du coup, elle va pas hésiter à en parler sur les réseaux sociaux pour pouvoir inspirer et pour pouvoir humaniser toute son entreprise autour du SEO qui est SEO sans migraine. Donc, c'est une stratégie qui fonctionne hyper bien parce que ça va permettre de un, d'humaniser le contenu et la marque derrière. On a envie de faire plus confiance, ça permet de fidéliser la communauté. Et donc, en plus, ça permet vraiment de créer un véritable contact avec la communauté puisqu'on n'est pas une simple agence qui vend un produit ou un service. On est vraiment avant tout une personne avec des valeurs, avec des sentiments et des émotions. En deuxième pilier hyper intéressant que met en avant Amandine Barthes, c'est évidemment celle de l'identité visuelle hyper reconnaissable.
Donc, à travers son identité visuelle, en effet, on retrouve tout de suite sa fameuse mascotte qui est la loutre et la couleur bleue. Et c'est vrai qu'à premier abord, une mascotte pour parler de SEO, c'est assez original. Et en fait, je suis allée chercher un petit peu derrière. Et l'histoire derrière, c'est que Amandine, elle adore l'animal loutre depuis qu'elle est petite. Et du coup, lorsqu'elle a lancé il y a 3 4 ans son agence, elle a décidé de choisir la loutre comme mascotte parce qu'elle a trouvé que c'était un hyper bon challenge de parler d'un sujet assez technique et assez compliqué qu'est le SEO avec un petit animal mignon pour humaniser le tout et personnifier la marque. Et à ça, elle a ajouté du coup des couleurs bleues assez vifs pour pouvoir tout simplement se démarquer de la concurrence et avoir une couleur vraiment tape à l'œil qui permet de facilement la reconnaître. Pour agrémenter le tout, Amandine, elle n'hésite pas au sein de toutes les plateformes de mettre en avant cette identité visuelle. Donc, que ce soit sur les profils de la marque SEO sans migraine, sur Instagram, LinkedIn, le site web, les newsletters, elle va toujours utiliser cette mascotte et ce bleu, ce qui fait que dès qu'on voit, peu importe le canal par lequel on passe, on voit ce post, on voit cette couleur, on voit cette loutre, on sait directement que ça va parler SEO, que ça va parler d'Amandine Barthes. Et également sur ses profils personnels, donc notamment son profil personnel sur LinkedIn, tout de suite, elle va utiliser cette identité visuelle qui fait qu'elle est aussi reconnaissable et qu'elle marque autant les esprits. Et enfin, un troisième pilier que je trouve hyper intéressant, c'est celui de l'autorité par vulgarisation. Et ça peut s'appliquer dans n'importe quel secteur. C'est vrai que Amandine Barthes, elle a pris le choix de parler de SEO et d'apprendre plein de choses autour de ce domaine. Et c'est vrai qu'à premier abord, le SEO, c'est un domaine assez compliqué, qui peut être un petit peu barbare, un peu technique. Et du coup, le but de SEO sans migraine et d'Amandine, ça va être vraiment de décortiquer ce qu'est le SEO, de le rendre accessible au plus grand nombre et de faciliter son apprentissage pour montrer que tout le monde peut le faire à son échelle. On peut travailler son référencement et son SEO. Et donc, c'est vraiment ce qu'elle essaye de dégager à travers sa communication. Le but, c'est de faciliter la compréhension tout simplement du SEO et ne pas le voir comme un sujet hyper complexe. Pour cela, à travers les profils de SEO sans migraine, ils vont partager différents contenus autour du SEO en faisant des comparaisons avec des métaphores que tout le monde connaît, par exemple en parlant de la stratégie SEO d'Amixem qui va parler à un grand nombre. Et ça va permettre de comprendre un peu plus en profondeur sur le terrain même comment on peut travailler son SEO. Et elle va également aussi parler tout simplement avec avec des termes très simples et pas des jargons du SEO. Vraiment des termes que tout le monde peut comprendre. Comme ça, les personnes débutantes comme experts en SEO vont pouvoir s'approprier la publication et en tirer chacun ses leçons. Donc voilà pour les 3 piliers principaux qu'utilise Amandine Barthes. Je trouve qu'ils sont hyper intéressants à garder en tête parce que si vous souhaitez travailler votre personal branding, c'est 3 piliers que vous pouvez facilement réutiliser dans votre personal branding. Celui de personnifier et d'humaniser votre contenu, celui d'avoir une identité visuelle reconnaissable, qui est à mon sens un des points principaux. On y reviendra par la suite dessus. Et également celui de l'autorité par vulgarisation, c'est-à-dire le fait de parler au plus grand nombre en utilisant un jargon plutôt simple et ne pas partir dans des termes hyper techniques qui ne sont pas facilement compréhensibles. Un autre exemple que je voulais vous montrer, c'était des petits exemples ponctuels pour vous montrer qu'en personal branding, on peut aussi se démarquer avec des petites astuces différenciantes que peu de créateurs de contenu mettent en place. Et pour cela, je voulais vous parler d'un exemple qu'emploie Adrien Gazet, qui est un créateur sur LinkedIn et freelance UX, UI designer. Donc déjà, Adrien Gazet, il a un personal branding très fort, notamment grâce à son identité visuelle avec un bleu très profond, des petites icônes visuelles qui se démarquent beaucoup de la concurrence. Mais Adrien, il a un petit quelque chose à lui qui fait qu'on le reconnaît hyper facilement. Et c'est sa façon de communiquer à travers le format mème. Donc, vous savez, le format mème, ce sont des petites vidéos de quelques secondes qui vont reprendre des références cinématographiques comme des dessins animés, des films, des séries, etc. Et en fait, Adrien, à chaque fois qu'il va commenter ou répondre à un message, il va utiliser ce format. Donc déjà, Adrien, il a une très bonne habitude, c'est celle de répondre à tous les commentaires qu'il reçoit. Ça, c'est vraiment essentiel pour interagir avec sa communauté. Et il va aussi prendre le temps d'aller commenter des posts de d'autres créateurs. Mais à chaque fois qu'il le fait, il utilise le format même. Et du coup, ça va permettre d'humaniser son contenu, d'ajouter des émotions, parce que c'est vrai qu'avec le format textuel, des fois, c'est un petit peu difficile de transmettre des émotions. Et avec le format même, ça permet vraiment de simplifier ça. Et c'est quelque chose qui fonctionne hyper bien. Et il l'utilise notamment aussi dans sa création de contenu même, c'est-à-dire que chaque semaine, il va publier 2 à 3 mèmes sur le domaine du design UX/UI.
Et du coup, bah, ça fonctionne hyper bien parce que c'est des posts rigolos où chacun se retrouve et encore une fois, ça humanise et ça personnalise, le contenu. Et dernier exemple, un petit peu différenciant que je voulais mettre en avant, c'est un pilier que met en place Irina Desmarchelier dans sa stratégie. Donc Irina, c'est une créatrice de contenu, très présente sur LinkedIn que vous connaissez très certainement. Donc c'est une experte LinkedIn et elle partage beaucoup de contenu autour du marketing, et cetera. Encore une fois, elle a un personal branding hyper prononcé avec une identité visuelle forte, un ton de voix unique, enfin quelque chose de très différenciant. Mais Irina va également utiliser quelque chose de particulier et il s'agit des rendez-vous récurrents. Alors, les rendez-vous récurrents, qu'est-ce que c'est? C'est de annoncer à votre communauté que tel jour, telle heure, ce type de contenu va sortir. Par exemple, chaque dimanche, Irina, elle va sortir un carrousel qui s'appelle les 10 actualités que tu as ratées cette semaine. Et à travers ce carrousel qu'elle publie chaque semaine, elle va mettre en avant les actualités marketing qui sont sorties au cours de la semaine. Et ça permet de créer un véritable rendez-vous avec la communauté, car chaque personne sait que bah, le dimanche, quand elle va aller sur LinkedIn, elle va pouvoir se faire sa veille de la semaine grâce à ce post. Du coup, ça rend Irina hyper reconnaissable parce qu'on associe ce type de contenu à elle, ça devient la référence sur ce sujet. Et donc, c'est quelque chose qui fonctionne hyper bien. Et Irina, elle n'hésite pas à utiliser ces rendez-vous dans d'autres thématiques. Notamment, elle a lancé un nouveau format il y a quelques semaines qui est dans la tête. Donc, c'est un format où en fait, elle va aller à la rencontre de créateurs de contenu, de dirigeants, de SEO, enfin plein de personnes dans le domaine du marketing, du management, etc. pour leur poser des questions, recueillir leurs témoignages et du coup le partager au plus grand nombre sur son profil LinkedIn. Et du coup, encore une fois, on associe vraiment ce format à Irina et c'est hyper pertinent. Et d'ailleurs, là, c'est l'édition de Cyrine. Je trouvais ça rigolo de le mettre en avant aujourd'hui puisque Cyrine a participé à une édition de ce format. Donc voilà, c'est hyper intéressant de ne pas hésiter à créer des rendez-vous avec votre communauté pour rentrer dans leur mémoire et vous associer à un type de contenu qui est hyper pertinent pour votre cible. Et vu que Cyrine est avec nous aujourd'hui, je voulais en profiter pour te poser une question. Si de ton côté, tu devais citer un pilier différenciant que tu utilises dans ta stratégie de personal branding, lequel serait-il? Alors les 3 piliers que vous avez présentés, font partie de ma stratégie finalement. Et c'est vrai que j'ai un petit penchant pour le storytelling. Moi, je suis une grande fan, de storytelling. C'est un peu mon format de post préféré. Si vous allez sur mon compte, vous allez voir que, je raconte beaucoup d'histoires, et c'est le genre de contenu que j'adore consommer aussi parce que, je trouve que c'est un bon moyen d'avoir de la proximité avec sa communauté, de bâtir aussi, une communauté qui nous ressemble parce qu'en parlant de nous, de notre personnalité par exemple, il y a des personnes qui vont se reconnaître justement en nous et qui vont s'identifier et c'est comme ça qu'on crée des relations, de proximité, avec sa communauté. Donc moi, c'est mon format préféré, et c'est vrai aussi que tout ce qui touche au branding, j'aime bien aussi parce que c'est vrai que j'ai une offre d'optimisation de profil, donc je sais à quel point c'est important d'avoir un branding, différenciant sur les réseaux. Donc voilà, mais je dirais le storytelling, c'est un petit peu mon format chouchou. Ok, ça marche, merci beaucoup. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des questions dédiées à Cyrine, à les poser dans l'onglet questions. Comme ça, on pourra y revenir à la fin et elle pourra vous répondre. Encore une fois, on est trop contente de t'avoir avec nous, Cyrine, parce qu'elle fait pas beaucoup de live. Donc, c'est vraiment une occasion qu'on voulait pas manquer. Maintenant qu'on a vu la théorie, on va voir en pratique les étapes pour construire sa présence de personal branding sur LinkedIn. Dans un premier temps, je vous conseille de faire un petit moment introspection de vous avec vous-même et de vous poser des questions. Donc, qui êtes-vous, votre histoire, vos valeurs? Quelles sont vos qualités, vos défauts à mettre en avant? Parce que oui, on peut très bien faire de ces défauts une force. Il faut juste savoir tourner et faire du storytelling pour les amener dans son poste. Ensuite, quel est votre domaine d'expertise? Que vendez-vous? Parce que forcément, vous êtes sur LinkedIn, pour une raison, c'est juste pas parce que vous adorez écrire et vous avez du temps à perdre, mais vous vendez bel et bien quelque chose, donc ça aussi, il faut l'écrire. Qu'est-ce que vous voulez renvoyer et qui vous voulez attirer? Donc quelle cible vous voulez attirer? Et donc grâce à ces questions, vous allez avoir un positionnement clair. Ce que j'ai fait, j'ai demandé, à ChatGPT de me poser 30 questions pour définir ma marque personnelle sur LinkedIn. Donc, après j'ai répondu à l'écrit et je lui ai renvoyé, mes réponses et grâce à ça, en fait, il m'a permis d'optimiser un petit peu mon profil. Parce que c'est vrai que ça faisait, des années,
que je modifiais un petit peu, par-ci par-là mon profil, mais je trouvais qu'il manquait un petit peu de clarté et grâce à ça, j'ai pu vraiment redéfinir mon personal branding. Bien sûr, vous pouvez faire appel à des freelances pour vous aider sur ce côté-là ou à des agences de personal branding, mais si vous n'avez pas le budget, je vous invite à faire un petit moment d'introspection avec, ChatGPT. Au niveau de l'étape 2, maintenant, on va passer à la création de votre vitrine LinkedIn. Et dans un premier temps, c'est votre photo de profil. Ce que je vous conseille, c'est une photo récente qui vous représente, donc pas générée via l'intelligence artificielle et qui appuie votre direction artistique. Par exemple, si vous êtes dans le secteur du bien-être, il faut des couleurs qui soient adaptées et non pas une couleur pétante, que ce soit du bleu, du rouge, du orange, alors que vous êtes plus dans un mouvement qui est de bien-être, qui est de slow. Donc, dans ce cas-là, les couleurs qui seront plus adaptées, c'est peut-être du vert, du vert pastel, vraiment du beige, etc. Donc, vraiment, passez du temps à la réflexion de votre photo de profil parce que c'est ce qu'on voit en premier et surtout quand vous commentez les posts des autres personnes, bah, c'est la première image que les autres ont de vous. Donc, faites bonne impression dès la photo de profil. Ensuite, on va passer au niveau de la bannière. Si vous avez un compte premium LinkedIn, vous pouvez mettre différentes slides sur votre couverture. Donc, c'est intéressant si vous avez plusieurs casquettes. Comme ça, vous pouvez aborder différents sujets directement sur votre bannière. Et si ce n'est pas le cas, comme moi, j'ai un compte gratuit LinkedIn. Et dans ce cas-là, essayez de tout rassembler au même endroit et que ce soit clair sur votre bannière. Ensuite, au niveau du titre, vous pouvez mettre votre poste actuel, le domaine de prédilection. Si vous avez une phrase un peu qui apporte une solution, comme on l'a vu précédemment avec Irina, qui disait qu'elle marquait le cœur et la CB de ses prospects. Donc là, c'est vraiment à vous de voir. Mais là aussi, c'est une phrase hyper importante parce qu'elle s'affiche quand vous postez un commentaire ou quand vous likez un post. Sur le fil d'actualité de votre communauté, ça va s'afficher. Donc, passez-y vraiment du temps. Ensuite, vous avez votre URL, publique. Par défaut, LinkedIn ajoute automatiquement, des chiffres, et des lettres qui n'ont pas de sens. Donc, je vous invite vraiment à personnaliser cette partie. Vous pouvez mettre votre nom, prénom mais vous pouvez également choisir, un terme, dans votre domaine. Par exemple, si vous faites du SEO, ben, vous pouvez mettre votre nom, prénom, tiret, SEO. Ça favorise un peu le référencement quand vous faites une recherche sur LinkedIn. Ensuite, vous avez la partie info quand vous scrollez sur le profil. Là, c'est vraiment un espace qui est personnalisable, mais uniquement du texte. Donc, je vous invite vraiment à vous différencier et à mettre des emojis avec parcimonie, mais ça va un peu accrocher l'œil parce que sinon, c'est que du texte. Donc, ça peut être un petit peu difficile d'inviter votre communauté à cliquer sur le voir plus. Ensuite, vous pouvez ajouter vos compétences principales. Personnellement, j'ai ajouté réseaux sociaux, CapCut et Lightroom parce que ce sont des logiciels utilisés par les community managers. Mais après, vous pouvez vraiment personnaliser cette partie. Ensuite, vous avez la partie sélection. Alors là, vous pouvez ajouter des liens externes à LinkedIn et vous pouvez vraiment personnaliser la miniature. Donc, si vous avez une charte graphique bien définie, c'est l'endroit idéal pour la mettre parce que ça va compléter votre photo de profil, votre bannière et ensuite, du coup, cette partie sélection. Si vous n'avez pas de lien externe en dehors de LinkedIn sur lequel vous voulez renvoyer, vous pouvez afficher vos posts qui ont le mieux performé ou qui présentent plus votre offre. Donc là aussi, c'est un endroit où il faut passer du temps, il faut réfléchir vraiment à votre stratégie et ce que vous voulez afficher. Enfin, vous avez la partie expérience. Donc, tout en bas de votre profil, ce que je vous conseille, c'est de garder uniquement les expériences qui sont pertinentes avec votre poste actuel à ce que vous vendez. Par exemple, moi, j'ai fait des jobs étudiants, ben, je les affiche pas. J'affiche seulement mes expériences professionnelles en rapport avec la communication et les réseaux sociaux. Et ce que vous pouvez faire également, c'est d'ajouter des captures d'écran, des liens, et compléter au maximum cette description. En fait, ça ajoute vraiment du contexte et quand un potentiel prospect scrolle sur votre profil, il va avoir un maximum d'infos et ça va encore plus le convertir. Enfin, au niveau de la création de votre vitrine sur LinkedIn, il y a évidemment la création de contenu.
Alors moi, j'ai un format chouchou que je fais depuis, bientôt 1 an. C'est les photos dump, donc c'est un peu inspiré de ce qui est fait, sur Instagram. C'est que, chaque fin de mois, en fait, je résume, mon quotidien chez Swello avec un carrousel et c'est vraiment, devenu un peu mon format, chouchou, si bien qu'il y a plusieurs comptes qui ont repris ce concept. Je précise, je n'ai rien inventé, ça existait déjà, mais qui ont repris ce concept et qui me mentionnent. Donc grâce à ça, en fait, je suis associée aux photos dump sur LinkedIn. Donc ce que je vous conseille vraiment, c'est, de faire comme Irina aussi qui fait des formats dans la tête ou Cyrine qui fait plus des formats storytelling. C'est vraiment de trouver ce qui vous convient à vous. Si vous êtes plus à l'aise à faire des carousels ou si c'est uniquement des posts texte avec une image fixe, c'est à vous de voir dans le format où vous vous sentez le plus à l'aise. Et enfin, la dernière étape, ce que je vous conseille, c'est de compléter LinkedIn avec une autre plateforme. Parce qu'on ne sait jamais, demain, LinkedIn a un bug, un problème et est effacé, eh bien, vous perdez toute votre communauté et c'est vraiment dommage de ne pas avoir fait de sauvegarde de tout ce que vous avez construit. Donc ce que je vous conseille, si vous êtes plus comme mode, au niveau des écrits, c'est de créer un Substack, mais également un compte Instagram, un compte TikTok, une newsletter, sur une autre plateforme. Vous êtes vraiment libre et voilà, complétez LinkedIn avec une autre plateforme. Donc maintenant que vous avez toutes les étapes pour créer un personal branding hyper performant sur LinkedIn, on voulait vous partager 5 erreurs courantes à éviter de faire lorsque vous allez mettre en place votre stratégie. La première erreur, il s'agit de ne pas définir sa cible. Alors, on aime bien cette phrase, mais elle est importante à garder en tête, c'est que parler à tout le monde, c'est parler à personne. C'est vrai que lorsque l'on va communiquer, notamment sur LinkedIn, on va vouloir essayer de parler au plus grand nombre pour essayer d'éviter de perdre des opportunités, de perdre du monde ou quoi, et d'essayer d'avoir le plus de possibilités possibles. Et pour autant, parler à autant de monde, c'est littéralement se tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire que mieux vaut cibler un certain type de personnes et du coup de créer vraiment une véritable confiance avec eux, de proposer quelque chose d'hyper intéressant pour eux, plutôt que du coup, ils auront confiance en vous en retour pour pouvoir potentiellement faire appel à vos services et vos produits, plutôt que de noyer votre communication dans la masse et du coup, vraiment, vos clients potentiels, ils ne se reconnaîtront pas et ils ne vous feront pas forcément confiance. Donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est de vous poser les bonnes questions. Pour cela, vous pouvez d'abord essayer de faire un petit portrait robot de votre cible idéale en vous posant la question de à qui je parle. C'est-à-dire vraiment un profil type d'une personne. Quel est son âge idéal de ma cible? Quelle est la localisation idéale? Son genre, son quotidien, ses habitudes de vie, etc. De dresser vraiment un portrait robot de votre cible. Comme ça, vous allez pouvoir plus cerner la cible que vous allez souhaiter atteindre. La deuxième question qui est intéressante à se poser, c'est quels sont ses objectifs? C'est-à-dire de comprendre ce qui le motive au quotidien, ce qu'il a envie d'atteindre. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir vous positionner en tant que qu'est-ce que je dois faire pour l'aider à atteindre son objectif ou c'est pour l'accompagner dans ses motivations. Ensuite, répondre à la question quels sont ses problèmes. Donc ça, c'est hyper important parce que vous, en proposant une solution, un produit, un service, votre objectif, c'est de répondre à un problème que rencontre votre cible. Donc essayez de comprendre vraiment les frustrations profondes de celle-ci, ses points de douleur, ses obstacles. Ainsi, vous allez vraiment pouvoir déterminer comment vous allez pouvoir les aider et quelles solutions vous allez leur apporter. Et enfin, la dernière question que je trouve hyper importante, c'est que pense-t-il, que ressent-il? En fait, cette question, elle va vous permettre vraiment d'englober les valeurs que ressentent votre cible pour ainsi s'y adapter et partager les valeurs avec votre cible. C'est-à-dire que vous, si vous êtes dans le secteur de l'écologie, c'est important de mettre en avant cette valeur. Nous, par exemple, chez Swello, on est très, très à cheval sur la valeur de la santé mentale. Pour nous, c'est hyper important de parler de la santé mentale parce que notre cible, qui sont les communicants, au quotidien, ils ressentent peut-être de la surcharge mentale, de l'hyperconnexion. Et du coup, notre objectif, c'est vraiment de partager les valeurs avec eux. Et pour ça, la santé mentale, c'est un pilier essentiel en communication. Donc, cherchez vraiment ce petit pilier, cette petite valeur qui peut différencier votre communication et qui vous permet de vous ajuster à votre cible. Et du coup, en répondant à toutes ces questions, vous allez pouvoir en fait dresser un persona de votre client idéal. Donc, pour rappel, un persona, c'est en fait un portrait robot, littéralement, de votre client idéal. Donc, pour cela, n'hésitez pas à carrément lui donner un prénom, un âge spécifique.
Mais au moins, ça va vous permettre que dès que vous allez faire, par exemple, un contenu ou mettre en place votre stratégie de personal branding, lancer une newsletter ou autre, vous allez pouvoir prendre ce persona et vous poser la question de est-ce que ce que je suis en train de faire, ça répond bien à ce persona précis. Et comme ça va vraiment vous permettre de cibler les personnes qui peuvent être vraiment intéressées par votre produit ou votre service et donc de cibler les bonnes personnes. La deuxième erreur à éviter quand on lance la stratégie de personal branding, c'est celle d'être trop généraliste par peur de ne pas plaire. Donc, quand on vend son business sur LinkedIn et qu'on communique dessus, très souvent, on va faire face à deux peurs principales. La première, c'est la peur de ne pas savoir quoi dire. C'est vrai qu'il y a tellement de monde aujourd'hui qui communique sur LinkedIn qu'on a l'impression que tous les sujets ont déjà été abordés, qu'on n'a pas forcément quelque chose de nouveau à apporter, que ce que l'on va dire, tout le monde le sait déjà. Et la deuxième peur qu'on peut avoir, c'est celle des jugements, la peur des haters, de ce que vont penser les autres, que ce soit les autres créateurs de contenu ou même des inconnus ou même sa famille, ses collègues. On peut facilement avoir cette peur. Donc déjà, pour la peur de ne pas savoir quoi dire, il faut bien retenir que vous avez un angle à apporter, une vision à apporter qui est la vôtre et que vous avez vraiment un plus à apporter avec tout ce qui a été dit aujourd'hui. Il faut aussi se souvenir qu'on débute tous de quelque part. Dans votre secteur d'activité, il y a des débutants comme des experts. Donc, en publiant un contenu, même si vous avez l'impression que tout le monde le sait déjà, c'est faux. Il y a des personnes à qui vous allez alors apprendre quelque chose. Et il faut aussi se souvenir qu'il faut répéter son message pour qu'il rentre dans la tête de votre cible. Donc, n'ayez pas peur de faire un post sur le même sujet plusieurs fois. C'est hyper important, ça fait partie de la communication, donc n'ayez pas peur de ça. Et surtout pour le jugement, souvenez-vous qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. En vous mettant en public sur les réseaux sociaux, vous allez forcément faire face à des critiques. Malheureusement, on ne peut pas y contrer. Mais dites-vous qu'il y a que ceux qui essayent qui réussissent, que ceux qui osent qui réussissent. C'est hyper important de le garder en tête. Et surtout que, croyez-moi, la plupart des personnes sur LinkedIn sont hyper bienveillantes et vous encourageront en permanence. Enfin, nous, on le voit avec Cassandra en communiquant avec Swello sur les réseaux sociaux. Notre communauté est hyper bienveillante et veut que tout le monde réussisse. On est gentils les uns envers les autres en tant que créateurs. Donc, vraiment, détachez-vous de cette peur et osez publier, osez poster ce post qui traîne dans vos brouillons depuis plusieurs mois. Vraiment, osez et vous allez être agréablement surpris. La troisième peur, c'est celle de manquer de cohérence. Donc, ça revient un petit peu à ce qu'on vous présentait tout à l'heure avec Amandine Barr, qui a vraiment su mettre son identité visuelle sur toutes ses plateformes. Vraiment, c'est hyper important de rester cohérent partout, que ce soit au niveau de votre identité visuelle, mais également au niveau de votre ton de voix. Restez vous-même, gardez vraiment cette identité que vous créez. Et comme ça, quel que soit le canal par lequel vous passez, on va vous reconnaître grâce à ça. Donc nous, je sais que chez Swello, sur tous les canaux dans lesquels on communique, on garde cette identité constante. Donc que ce soit à travers nos newsletters, notre blog, nos profils LinkedIn, Instagram. On cherche vraiment à garder cette cohérence qui est hyper importante pour être reconnaissable auprès de notre cible. Quatrième erreur, celle de vouloir aller trop vite. Alors j'aime bien cette petite métaphore, mais créer son personal branding, c'est comme aller à la salle de sport. On n'a pas des résultats en quelques jours, en quelques semaines. Ça prend du temps, ça peut prendre plusieurs mois, voire même parfois plusieurs années. Et c'est même le personal branding, quelque chose qui se travaille en permanence. On n'arrive jamais à un but final, ça se travaille tous les jours. Votre personal branding, il évolue. Surtout que le personal branding, il va vraiment reposer sur trois choses principales. Tout d'abord, la répétition, c'est-à-dire que pour devenir reconnaissable auprès de votre cible, vous avez besoin de répéter votre message, vous avez besoin de répéter votre identité visuelle. C'est normal, ça fait partie du processus du personal branding. Il y a également la cohérence, comme je le parlais, d'être cohérent partout. Donc, ça demande du temps d'avoir une cohérence et une ligne éditoriale identique sur tous vos canaux. Et également la constance, donc celle d'être régulier pour essayer d'être visible un petit peu constamment auprès de votre communauté pour qu'ils apprennent à vous connaître et qu'ils vous reconnaissent par la suite. Et ces trois éléments du personal branding, ça demande du temps, ça ne se fait pas en quelques jours, c'est normal si les résultats ne sont pas présents du jour au lendemain. Et d'ailleurs, à ce sujet, vu que Céline est avec nous aujourd'hui, je voulais en profiter pour te demander, toi, combien de temps ça t'a pris pour voir vraiment des résultats à partir du jour où tu as commencé à travailler vraiment une stratégie de personal branding solide jusqu'au jour où tu as vu les premiers résultats auprès de ta communauté? Comme tu l'as dit, le personal branding, ça prend du temps. Ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs années même. En fait, c'est quelque chose qui se travaille toujours, qui s'ajuste.
Donc moi, au début, quand j'ai commencé à poster, je faisais, 2-3 likes, puis après 10 likes et en fait, du jour au lendemain, j'ai fait un post qui a buzzé et qui a fait énormément de bruit, et du coup, j'ai eu un petit pic de visibilité. Mais en fait, le but après, c'est de le garder, ce pic de visibilité et d'analyser aussi pourquoi je l'ai eu, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a plu. Donc je pense que le personal branding, c'est vraiment, donc avoir des idées, les tester et puis aussi ajuster ensuite. Hem C'est un travail qui se fait sur le long terme, et en fait, le but, c'est d'avoir une stratégie, qui puisse s'adapter aussi aux tendances du moment. Le but, c'est aussi, comme je l'ai dit, de tester, voir ce qui marche, ce qui fonctionne pas, d'analyser, très important d'analyser ses posts, voir pourquoi un post a flop, essayer de comprendre, qu'est-ce qui n'a pas plu dans le post pour pouvoir, ajuster sa stratégie. Donc moi, au début, comme je l'ai dit, je faisais, 10 likes par post. Aujourd'hui, 3 ans après, parce que ça m'a pris 3 ans pour avoir, une belle communauté, je fais des posts qui font plus de likes et cetera. Mais, c'est surtout ce qu'il y a derrière qu'il faut regarder aussi. C'est les connexions qu'on fait, les personnes qu'on attire et c'est ça qui est important aussi. C'est hyper important de créer du contenu qui nous plaît, pour qu'il plaise, aussi aux autres. Donc, voilà, le personal branding, ça prend du temps, il faut de la patience, mais il faut aussi, de la passion. Parce que, ce qui vous fera, durer justement sur le long terme, c'est le fait d'apprécier, ce que vous faites. On me demande Mais combien carrément. je fais par Ah, semaine. vas-y. Pareil, en termes de constance, il y a des personnes qui, postent une fois par semaine, ça fonctionne hyper bien. Il y a des personnes qui vont poster tous les jours. Ça, c'est vraiment votre rythme. Je pense qu'il faut trouver un petit peu son rythme et surtout le tenir. Si vous n'avez pas forcément beaucoup de temps à consacrer à votre création de contenu, vous vous limitez à un post par semaine, mais vous le faites toutes les semaines. C'est mieux que de ne rien poster du tout. Et c'est toujours mieux que, faire 5 posts, mais un petit peu bâclés, qui ne vous plaisent pas. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu à chacun de trouver son rythme aussi. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça prend du temps et ça se construit un petit peu sur le long terme. Beh, merci beaucoup pour ce partage. C'est hyper intéressant d'avoir vraiment ton retour à toi, parce que tu es vraiment la cible de ce webinaire, vu que tu as mis en place ta stratégie de personal branding et tu as su la développer. Donc, merci beaucoup Cyrine. Et du coup, on passe à la dernière erreur à éviter lorsque l'on lance sa stratégie de personal branding, c'est celle de négliger son profil. Donc, certes, si vos posts, ils attirent, c'est-à-dire que vous arrivez à faire des posts qui sont très attrayants, qui présentent très bien votre offre, qui sont, accrocheurs, si les personnes sont intéressées et qu'elles vont sur votre profil, si votre profil derrière ne suit pas, alors vous allez manquer plein d'opportunités. Tout simplement parce que lorsque l'on va sur votre profil, il faut qu'on comprenne facilement qui vous êtes, ce que vous proposez, et quelles sont, vraiment les solutions que vous apportez concrètement. C'est hyper important pour qu'on vous fasse confiance parce que même si vous faites des posts, hyper bien, c'est déjà un très bon début, mais il est important de soigner la suite avec votre profil. Et du coup, juste un petit rappel de bien prendre en compte, toutes les astuces que vous a partagées Cassandra tout à l'heure au sujet de votre profil sur LinkedIn, de mettre, régulièrement toutes vos informations à jour. Là, ce n'est pas le c'est très bien si vous mettez à jour tout à l'heure votre profil, mais le but c'est d'après de le mettre régulièrement à jour, de le faire, peut-être tous les trimestres, tous les semestres. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir, le mettre à jour régulièrement et avoir des informations, qui sont toujours très régulières. Et donc, maintenant, on va passer, au témoignage de Cyrine qui donc, va nous partager, son expérience, personnelle, sur LinkedIn. Cyrine, je te laisse la parole. Merci. Alors, les filles vous ont donné des super bons conseils. Donc, moi, j'ai juste un petit peu complété. Je voulais vous partager 3 conseils sous-cotés pour développer son personal branding sur LinkedIn. Au-delà du nombre de posts à publier, de l'heure à laquelle publier, tous les conseils qu'on entend un petit peu bateau. Il y a d'autres conseils aussi qui sont hyper, importants pour développer, son personal branding. Premier conseil, un petit peu sous-coté, que j'aime, c'est faire différemment. C'est vrai que quand on commence un petit peu la création de contenu, quand on arrive sur un réseau, moi au début quand je suis arrivée sur LinkedIn, c'était hyper corpo et cetera et donc du coup j'ai voulu, faire un petit peu, comme tout le monde faisait. Donc faire des posts très corpo, très très carrés, commencer par: «Cher réseau, je vous annonce que». Donc voilà, c'était un petit peu comme ça que ça se faisait au début et en fait ce que je faisais, c'est que je regardais, les meilleurs créateurs du réseau, je voulais faire pareil. Donc c'est vrai que parfois, on a tendance un petit peu à plagier au début, un petit peu à copier ce qui fonctionne et cetera et en fait, je faisais que quelques likes sur mes posts, 5-10 likes, et un jour, ça m'a saoulée. Je me suis dit: «Mais en fait, c'est pas moi de faire ça. Pourquoi, j'ai envie de faire comme les autres?» et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est, que j'ai commencé à faire différemment. J'ai commencé à publier un petit peu ce que j'aimais, parler de mon quotidien d'étudiante et cetera
Et c'est là que ça a commencé à bien marcher. J'ai commencé à avoir de nouvelles personnes qui me suivent, à avoir plus de likes, etc. Et en fait, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le but, c'est pas de faire comme les autres, c'est de faire justement différemment. Et c'est comme ça que vous allez attirer des personnes qui vous ressemblent. Et en fait, le but, c'est de se différencier aussi de vos concurrents, par exemple, sur le réseau. Et c'est comme ça que vous allez attirer plus de personnes. Contrairement à ce qu'on pense, le but, c'est pas de copier ceux qui réussissent, c'est justement de se différencier d'eux pour réussir aussi à son tour. Deuxième conseil sous-coté, selon moi, ah non, j'ai mis des petits exemples aussi. Donc ça peut être, trouver son format, comme Maureen l'a dit tout à l'heure, trouver un format un petit peu signature. Mais ça peut être aussi se différencier par le type de post ou alors, son identité visuelle. Moi, par exemple, ce que j'ai essayé de faire, ces derniers temps, c'est de faire des photos qui sortent un petit peu du lot. Donc j'ai créé un petit shooting à la maison où en fait je me mets en scène dans un costume, donc hyper corpo, mais je fais des actions un petit peu du quotidien. Typiquement, je fais le ménage, je repasse en vêtements, je mange des céréales. Enfin voilà, c'est un shooting hyper décalé, mais qui a hyper bien fonctionné sur le réseau parce que bah, ça sort un petit peu du lot et on n'a pas forcément l'habitude de voir ça sur LinkedIn. Donc voilà, c'est typiquement un exemple qu'on peut prendre pour se différencier sur le réseau. Il y a plein de moyens différents de faire la différence, justement. Deuxième conseil, un petit peu sous-coté, c'est être vraiment soi-même. Parce que tout le monde prône un petit peu l'authenticité. Mais c'est quoi concrètement être authentique? C'est déjà raconter de vraies histoires. Moi, je vous ai dit que j'adorais le storytelling, mais en fait, le but, c'est que je raconte des histoires vraies. Parce que sinon, si je raconte des histoires juste pour faire beau, pour bah, justement vendre mon offre ou autre, c'est pas forcément hyper aligné. Et puis, généralement, quand on raconte de fausses histoires, ça se ressent aussi. Donc, le but, ça va être de raconter de vraies histoires pour, pourquoi pas que les autres personnes s'identifient à vous, à votre histoire. Voilà, si, comme on l'a montré tout à l'heure, Amandine Barthes, elle parle souvent du fait qu'elle est hypersensible, qu'elle est assez discrète, timide, etc. Bah, en parlant de ça, il y a des personnes qui vont être aussi timides, qui vont s'identifier à elle et qui vont se dire bah, c'est trop bien, j'arrive à m'identifier à cette créatrice de contenu, donc du coup, je vais suivre un petit peu ce qu'elle fait. Bah, là, c'est vraiment le but avec le fait de raconter de vraies histoires. Être authentique, ça passe aussi par aligner qui on est, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de dissonance entre ce qu'on écrit et nos actions. Donc, typiquement, si vous êtes quelqu'un qui fait très attention à l'écologie, etc., bah, vous n'allez pas travailler avec des marques qui pourraient aller dans le sens inverse. Typiquement, ça peut être un exemple. Et aussi, être vraiment soi-même, c'est partager sa vision, partager ses valeurs, prendre position, par exemple, sur des actualités de votre secteur, ne pas hésiter à dire ce qu'on en pense. Voilà, prendre parti, ne pas hésiter à parler de ses valeurs, mettre en avant aussi sa personnalité. C'est hyper intéressant et moi, je trouve que ça fait vraiment la différence sur le réseau parce que finalement, on est tous humains et c'est comme ça qu'on arrive à attirer des personnes qui nous ressemblent. Troisième, donc là, c'est des petits posts que je vous ai mis aussi pour montrer ça, c'est par exemple, moi, typiquement, je parle du fait que j'ai été souvent, je suis une personne racisée dans le monde du travail, donc parfois j'ai eu du mal à trouver certains postes. J'ai parlé aussi du fait que j'avais les cheveux bouclés et que parfois ça peut être aussi mal vu en entreprise. Donc voilà, c'est des petits posts dans lesquels je parle un petit peu de moi, de mon parcours, de mon expérience et qui peuvent aussi résonner chez les personnes qui me suivent. Et troisième conseil un petit peu sous-coté, c'est arrêter de trop consommer de contenu. Je sais que parfois quand, on est sur les réseaux, on a tendance à beaucoup scroll pour voir un petit peu ce que les autres font, ce que nos concurrents font aussi et le piège là-dedans, c'est, de tomber dans la comparaison. Moi, au début, je me comparais énormément à ce que les autres faisaient. Je me disais: «Oh là là, mais je suis trop nulle, les gens, réussissent plus vite que moi». Ou alors, justement, au contraire, j'avais le syndrome de l'imposteur et je me disais: «Oh là là, mais ce que je fais, enfin, ça vaut pas la hype, en fait». Et donc, du coup, je me comparais, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens. Et en fait, j'ai arrêté de regarder justement ce que mes concurrents faisaient pour créer le contenu que moi, j'ai envie de consommer. Et c'est un conseil aussi que je vous donne qui est hyper important. C'est vraiment créer du contenu qui vous plaît avant de plaire aux autres, parce que c'est comme ça que vous allez justement attirer les personnes qui vous ressemblent. Et aussi, comme Maureen l'a dit tout à l'heure, il me semble, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc vous aurez parfois des personnes qui ne sont pas forcément contentes et cetera. En fait, c'est des personnes que vous ne voulez pas attirer forcément, donc ce n'est pas grave. On ne peut pas plaire à tout le monde. Le but, c'est que vous soyez en accord avec vous-même,
et que justement, vous soyez alignés entre, qui vous êtes et ce que vous faites concrètement. Voilà pour les petits conseils. J'ai vu qu'il y a pas mal de questions dans le chat. Les conseils sont très similaires à Instagram. C'est vrai qu'en fait, LinkedIn aujourd'hui, ça se rapproche un petit peu d'Instagram, je trouve, au niveau des formats, des types de contenus. Mais pour moi, c'est vraiment l'humain qui revient un petit peu au centre de tous les réseaux. On veut plus d'humain, plus d'authenticité. Donc c'est vrai que les stratégies concordent un petit peu, je trouve, sur tous les réseaux maintenant. Le but, c'est d'être original, d'être soi-même et surtout, d'être humain, principalement. Eh bien, merci beaucoup Cyrine, pour, ce petit partage, de, tous ces conseils que je trouve sous-cotés. Ça ajoute, vraiment par rapport à ce que nous on a dit, donc trop intéressant d'avoir eu tout ça. En tout cas, sinon, on voulait toutes les 3 et avec Diane, donc toutes les 4, vous remercier pour votre présence aujourd'hui. C'était trop chouette, de parler de ce sujet, ensemble, pour, la mise à jour de notre livre blanc LinkedIn. Merci, beaucoup à Diane aussi, du coup, qui prend le temps depuis tout à l'heure à répondre à toutes vos questions. À la suite, on va encore aussi prendre un moment, nous, pour y répondre à l'oral, en live. Mais merci beaucoup, à Diane et encore merci à Cyrine, pour ta présence aujourd'hui. C'était un vrai plus. On est trop contente de t'avoir avec nous, pour ce live. Merci à vous pour l'invitation. Ça me fait trop plaisir. Sinon, on voulait vous proposer cette petite slide à screener qui résume un petit peu une checklist avec, plein de conseils, pour mettre en place, votre stratégie. Comme ça, si vous décidez cette semaine de prendre un petit moment, pour travailler ça, cette petite checklist pourra vous être utile. N'oubliez pas que toute, la slide et le replay vous seront envoyés par la suite, de ce mail. Donc vous allez tout recevoir, ensuite. Et je vous l'avais promis en début de webinaire, une petite surprise si vous êtes toujours avec nous. Un code promo pour bénéficier de moins 10% sur les abonnements annuels Swello jusqu'au 30 mars, donc uniquement valable pour les nouveaux clients. Si vous n'avez pas encore testé Swello, je vous invite vraiment à le faire. Vous avez 7 jours de période d'essai gratuite et vous avez plein de fonctionnalités pour faciliter votre création de contenu. Donc n'hésitez pas, si vous avez une question sur l'outil, à nous contacter, Maureen, Diane ou moi directement sur LinkedIn ou sur le site de Swello. On va maintenant passer aux questions. Diane a répondu à toutes les questions, mais on va y revenir à l'oral. Et surtout, on a vu une question pour Cyrine dans le chat. Tac, tac, tac. Une question de Karine. Quel est le temps que Cyrine consacre à son personal branding full-time job? Point d'interrogation. Alors c'est vrai que moi, à la base, j'étais community manager et je me suis rendu compte que je passais énormément de temps, à créer du contenu pour mes clients, mais pas forcément pour moi et donc du coup, j'ai vraiment beaucoup investi depuis, dans mon personal branding. Donc en fait, je suis un petit peu ma CM pour mon propre compte. Hem, donc c'est vrai que j'avais déjà, les bases, et cetera en termes de community management, donc j'ai toujours adoré créer du contenu, et c'est vrai que en fait, plus, tu as l'habitude de créer du contenu, plus, tu es rapide aussi. Moi, au départ, je sais que quand je prenais du temps pour, écrire un post, ça pouvait me prendre parfois 3 heures à écrire un post. Aujourd'hui, ça peut me prendre 15 minutes. En fait, c'est plus on exerce, plus, on gagne du temps et plus on s'habitue aussi à créer du contenu. Donc c'est vrai que ça dépend un petit peu, le type de post. Par exemple, tout ce qui est post storytelling, je peux l'écrire en vraiment 10-15 minutes. Un post qui peut faire, finalement, 2000 likes, par exemple. Ça dépend de mon inspiration, ça dépend, du type de post. Par exemple, les carousels, il y a tout un travail de design aussi derrière à faire. Donc c'est le format qui me prend, peut-être plus de temps. La vidéo aussi, c'est hyper sympa. Je sais que moi, j'en fais pas beaucoup, mais voilà, la vidéo, on doit la filmer, on doit faire un petit peu un setup, on doit se préparer, on doit tourner la vidéo, puis après faire le montage. Donc ça, c'est un format qui prend aussi un petit peu plus de temps. Mais c'est vrai que voilà, moi, j'accorde en fait dans la semaine, une journée, à la création de contenu. Donc moi, typiquement, c'est le vendredi. Tous les vendredis, je crée mon contenu pour la semaine suivante. C'est un jour créatif, j'appelle ça comme ça, que je dédie à la création de contenu. Et voilà, c'est un petit peu mon organisation, mais je pense que ça dépend un petit peu des gens. Il y en a qui prennent un petit peu plus de temps. C'est, voilà, selon notre capacité à créer du contenu, à avoir des idées aussi. Selon notre inspiration, ça peut varier aussi, quoi. Et Cyrine, est-ce que tu peux nous parler, grâce à ça, de ta prospection sur LinkedIn, grâce à ta création de contenu? Ouais, alors c'est vrai que moi, au départ, je prospectais, mes clients, mais la création de contenu m'a permis d'avoir pas mal de clients justement qui viennent, vers moi plutôt que moi qui les prospecte.
C'est aussi, justement, l'avantage de la création de contenu, c'est qu'en fait, vous devenez, visible auprès de votre cible et du coup, c'est elle qui va vous contacter. Donc c'est vrai que moi, au début, quand j'ai commencé à créer du contenu, j'étais encore à l'école. J'avais, les cours et l'alternance et j'avais déjà des demandes de mission. Donc j'avais déjà des clients qui me contactaient sans même avoir d'offres encore. Donc c'est vrai que moi, la création de contenu, ça a été vraiment un gros plus pour avoir des clients et c'est pour ça que je vous conseille de mixer un petit peu prospection et création de contenu pour aller vers, vos clients idéaux, mais aussi attirer, des clients. Merci beaucoup. On a d'autres questions dans le chat. Alors, des conseils, des astuces pour faire grossir sa communauté de manière organique? Publier régulièrement, comme on l'a dit tout à l'heure, être authentique aussi, parce que s'il y a des personnes qui se reconnaissent en vous, elles vont s'abonner à votre compte tout simplement. Donc pourquoi pas aussi suivre les tendances? Parfois ça peut être, comme tu l'avais montré tout à l'heure, Cassandra, les dumps, c'est un format qui marche assez bien sur les réseaux. Donc vous pouvez aussi, pourquoi pas, faire des petits posts comme ça qui fonctionnent assez bien pour, attirer aussi, plus de monde. Voilà, c'est vraiment une stratégie à établir, avoir une ligne éditoriale bien fixée aussi, avoir vraiment des types de posts, réguliers et créer du contenu régulièrement aussi, ouais. Alors, une autre question. Avez-vous des conseils pour améliorer la visibilité d'une entreprise lorsqu'on est chargé de communication, mais qu'on ne dispose pas toujours de contenu fourni en interne? Peut-être Maureen pour répondre à cette question? Alors, c'est vrai que quand on gère la communication, d'une entreprise, ça peut vite être, difficile. On ne sait pas trop par où commencer, il y a beaucoup de choses à faire. Donc déjà, ce qu'on vous recommande, c'est de vraiment établir des piliers de contenu. N'hésitez pas, par exemple, à partager du contenu humain où vous allez montrer un petit peu les coulisses de l'entreprise, partager l'équipe, montrer qui elle est, comment elle travaille, vos bureaux et cetera. Ensuite, peu importe votre secteur, vous pouvez essayer de cibler, la cible de votre entreprise en partageant du contenu, directement lié au secteur. Nous, par exemple, chez Swello, notre cible, c'est les communicants. Donc, on va partager énormément d'astuces de communication où on va créer nous-mêmes le contenu, on va aller chercher les éléments à y intégrer, on va essayer de répondre à des questions que tous les CM se posent, comme récemment, je pense à une publication qu'on a faite sur que signifie l'ordre des vues en story Instagram. C'est vrai que c'est une question qu'on peut être beaucoup à se poser en communication. Donc, on essaye d'y répondre à travers des contenus. Sinon aussi, partager, et ne pas hésiter à faire du recyclage de contenu. Si par exemple votre entreprise est présente sur d'autres canaux comme des articles de blog, ne pas hésiter à recycler ces articles de blog pour en faire du contenu sur les réseaux sociaux. Et aussi, ça rejoint un petit peu une question que j'ai vu passer tout à l'heure concernant comment faire la distinction entre création de contenu personnel et création de contenu sur le profil de l'entreprise, comment on arrive vraiment à faire un petit peu les 2 et sur quels canaux, prioriser le contenu. Nous, ce qu'on fait en interne chez Swello avec Cassandra, c'est que, on a, la page, Swello qui est constamment alimentée avec, du contenu autour de la communication, du recyclage d'articles, des partages de notre vie en interne au sein de l'entreprise. Mais sur nos profils personnels, on va également communiquer en permanence. Pour ça, on va reprendre quelques posts, qu'on publie directement sur Swello, qu'on va recycler sur notre propre profil. Mais c'est également l'occasion pour nous de parler de la vie en entreprise, de comment on vit notre expérience chez Swello en tant que salarié, de parler de mesures qui sont mises en place dans l'entreprise pour le bien-être des salariés, parce que encore une fois, la santé mentale pour nous, c'est hyper important et ça passe par le bien-être au travail. Donc vraiment, il faut, je pense que pour trouver des idées de contenu sur son type d'entreprise, c'est vraiment se poser, de voir clairement la cible de votre entreprise et d'essayer de trouver, de condenser des types de contenus humains, plus tournés conversion, plus tournés côté éducation pour apprendre et former votre cible. Merci Maureen pour cette réponse. J'ai vu une question de Yacine. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut passer de 0 à 10 000 abonnés sur LinkedIn? Alors je me permets de répondre, parce que personnellement, je trouve qu'il ne faut pas se donner des objectifs de chiffres en termes d'abonnés sur LinkedIn parce que ça peut être autant, 10 000 abonnés, fantômes qui ne vont jamais interagir avec votre contenu, alors que si vous avez 1 000 abonnés, hyper qualitatifs et qui vont interagir, sous vos posts, dans ce cas-là, ça va plus, performer. Yacine qui précise: «C'est une question pour Cyrine». Oui, je me permettais de mettre mon petit grain de sel parce que, Ouais, on complètement. voit souvent des objectifs,
un peu irréaliste, comment gagner, 10 000 abonnés, en un mois. Mais c'est vraiment ça se fait vraiment sur le long terme et je te laisse compléter, Cyrine. Bah, en fait, il faut savoir qu'en communication, il y a 3 types d'objectifs différents. Il y a les objectifs affectifs, connatifs et cognitifs. Donc typiquement, on va, avoir 3 types de postes à privilégier. Les postes, qui vont, avoir comme objectif d'avoir une proximité avec, sa cible. Donc typiquement, les posts storytelling, par exemple, où vous allez parler un petit peu de vous, de votre personnalité, de qui vous êtes, et cetera, pour avoir justement des personnes qui vous ressemblent, qui viennent. Vous allez avoir aussi des posts, donc typiquement, généralement sur LinkedIn, c'est plutôt les carousels, les posts dits éducatifs, donc tout ce qui va être, conseils, tips, voilà, avec, pas mal de valeur ajoutée et ensuite, on va avoir les 3e types, de posts. C'est les posts où vous allez parler de votre offre, tout simplement. Parce qu'évidemment, si, le but, de votre création de contenu, c'est d'attirer des clients, bah, il faut quand même parler de votre offre. Donc si vous avez, une offre, de community management, vous allez en parler. Mais ça, faut en parler à petite dose parce que, finalement, ce qui va attirer aussi, c'est la valeur que vous délivrez, c'est votre personnalité et cetera. Donc voilà, c'est principalement les 3 types de posts, donc les posts storytelling, les posts éducatifs et les posts, où vous parlez de votre offre, principalement. Et ton avis sur le fait de grossir une communauté, d'atteindre, 10 000 abonnés sur, LinkedIn? Bah, c'est vrai qu'il ne faut pas voir que les chiffres parce que comme j'ai dit tout à l'heure, on peut vite tomber dans la comparaison. Moi, je sais qu'il y avait une période où je faisais beaucoup, beaucoup attention aux stats et je me disais: «Oh là là, j'ai pas fait assez de stats. Oh là là, mon post, il a fait, que 100 likes alors que, bah, je pensais qu'il allait en faire plus». Donc c'est vrai qu'il ne faut pas tomber dans ce truc d'être, vraiment focus que sur les chiffres parce que, finalement, parfois, il y a des posts, qui «flopent» entre guillemets, qui font, par exemple, 10 likes, mais qui vont vous apporter 2 clients. Donc en fait, faut aussi pas confondre les likes et les clients que ça vous apporte. Parfois, un post qui peut faire 2 000 likes, peut vous rapporter 0 client. Donc c'est ça, aussi le truc à prendre en compte, c'est que c'est pas parce que vous voyez, un de vos concurrents qui fait un post qui buzz bah, que le poste va lui ramener beaucoup de clients. Donc voilà, faut pas trop, faire attention aux chiffres dans ce sens-là, parce que parfois les chiffres ne veulent rien dire et je pense qu'il faut aussi prendre du plaisir, avant tout, à créer son contenu et pas seulement penser à voilà, aux likes, ou à tout ça, quoi. Et justement, quels sont pour toi les KPIs à prendre en compte? Alors, pour moi, ce qui est important, c'est, de voir surtout les leads, bah, que nous ramènent nos posts. On peut regarder un petit peu les impressions de nos posts pour voir, bah, combien de personnes, il a touché. Typiquement, si j'ai un post qui fait, 14 000 impressions et que j'ai réussi à avoir, 3 leads entrants, par exemple, voilà, ça peut donner une idée de quel type de post, bah, il faut privilégier et cetera. Donc les KPI à prendre en considération, ça peut être, ouais, les impressions, ça peut être sur LinkedIn aussi les demandes de connexion. Par exemple, si, je publie, un post qui fait pas beaucoup de likes, mais que j'ai, bah, 10 demandes de connexion, bah, c'est potentiellement 10 leads, entrants, donc c'est intéressant aussi à prendre en compte. Donc voilà, je dirais les impressions, les demandes de connexion, les likes aussi, c'est important parce que ça montre que, bah, le post a plu à notre communauté, c'est de l'engagement aussi, donc ça peut être intéressant. Le nombre de reposts, du post aussi pour voir s'il a fait, écho, chez plusieurs personnes. Un petit peu tous les KPI sont à prendre en compte pour moi sur LinkedIn, tout est intéressant à analyser en vrai. Et si je peux ajouter un petit élément de réponse aussi, ce qu'on a trouvé hyper intéressant en analysant, les tendances de cette année, c'est que l'engagement invisible, il est aussi hyper important aujourd'hui. C'est-à-dire aussi, par exemple, le nombre d'enregistrements, parce que ça veut dire que le contenu, il a été vraiment, bah, pertinent et que la personne a souhaité l'enregistrer pour le garder pour plus tard. Et même on s'est rendu compte, peut-être plus sur Instagram que LinkedIn, mais que des fois des publications vont avoir davantage d'enregistrements que de likes, par exemple. Donc ça montre, à quel point le KPI aujourd'hui, est hyper intéressant. Et aussi, par exemple, bah, le nombre sur LinkedIn, le nombre de partages et de repartages qu'a eu le post, je trouve que c'est aussi intéressant, bah, pour voir à quel point, les personnes vont augmenter la visibilité du post en le repartageant. Mais il me semble que, justement, les enregistrements, c'est un nouveau, KPI qui a été mis sur LinkedIn récemment, Ouais, parce que c'est pas carrément, je crois il est arrivé il y a quelques mois, pour indiquer le nombre d'enregistrements de son post. ouais, bah, voilà, bah, comme quoi, ça évolue aussi, Ouais. c'est intéressant.
C'est hyper intéressant ce sujet. Je pense qu'on pourrait en parler des heures, mais malheureusement, c'est déjà la fin de ce webinaire. Donc, un grand merci à tous les participants qui sont restés jusque la fin et merci pour toutes vos questions. Franchement, on adore en parler. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de webinaires avec Swello ces derniers temps parce que c'est trop chouette de pouvoir partager ça avec notre communauté. Donc, en parlant de communauté, n'hésitez pas à suivre le compte Guest Swello sur Instagram, Swello sur LinkedIn et Cyrine sur LinkedIn également. Et bien sûr, Fabienne, on vous envoie le lien du replay et de la présentation dans un mail. Donc, surveillez bien votre boîte de réception. Ça arrive très bientôt. Merci beaucoup à toutes et à tous et bonne journée. Bonne journée! Merci, bye bye.